Chers collègues, je vous propose de poursuivre notre réunion et donc notre audition. Et je suis très heureuse, mes chers collègues, Monsieur le Président, d'accueillir aujourd'hui Monsieur Philippe Dornano, qui est coprésident du METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Monsieur Philippe Dornano, vous êtes également à la tête d'une grosse ETI de près de 5000 salariés, l'entreprise de cosmétiques Sisley. Pour rappel, même si le METI, qui s'appelait alors l'ASMEP, l'Association des moyennes entreprises patrimoniales, a été fondé dès 1995 pour défendre les intérêts des entreprises qui n'étaient ni des grands groupes ni des PME, c'est seulement en 2008 que la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, a créé dans le droit français la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Je vous demanderai donc d'abord de nous en rappeler précisément la définition légale ainsi que les caractéristiques juridiques qui s'attachent à ce statut. Comme vous aimez à le rappeler, les ETI constituent un actif stratégique pour l'économie française. Les quelques 6800 entreprises fédérées par le METI emploie environ un quart de la population active et représente à elle seule plus du tiers des exportations françaises. Ces performances des ETI à l'international sont notamment dues à leur fort tropisme industriel. Un tiers des ETI sont actives dans ce secteur contre 15% des entreprises en général. Implantées pour plus des 2 tiers d'entre elles hors des grandes métropoles. Les ETI constituent des vecteurs de croissance pour les territoires, mais aussi des pôles de stabilité. Elles sont plus résilientes aux fluctuations de la conjoncture que les PME. Elles sont moins sujettes aux délocalisations que les grands groupes parce qu'elles ont plus souvent gardé un actionnariat familial. C'est d'ailleurs le cas pour Sisley, qui a été lancé par votre propre père, M. Philippe Dornano, dans les années 70. Pour toutes ces raisons, les ETI ont un rôle majeur à jouer dans la bataille de la réindustrialisation. Et elles le font avec brio, comme l'illustre le chantier en cours d'un second site de production du groupe Sisley, près de Vendôme, qui permettra la création l'an prochain de quelques 200 emplois. Dans leur récent rapport sur le programme Territoire d'industrie, nos collègues Martine Berthet, Rémi Cardon et Anne-Catherine Loisier suggéraient d'ailleurs d'aller plus loin et de structurer des filières industrielles territoriales autour de réseaux d'ETI et de grosses PME sur le modèle des districts italiens. Vous pourrez d'ailleurs nous dire dans quelle mesure ce modèle peut être ou pourrait être transposé en France. Malgré leur indéniable succès, les ETI françaises sont aujourd'hui triplement fragilisées. Comme tout le tissu économique français d'abord, elles continuent de subir le contre-coup des crises qui se sont succédées et du ralentissement général de l'activité économique. Un récent baromètre METI Banque Palatine indiquait que près de la moitié des ETI constataient une détérioration de leur chiffre d'affaires sur l'année 2024 et que près des 2 tiers avaient revu à la baisse leurs projets d'investissement et de recrutement. Dans ce contexte, vous avez notamment alerté lors de l'examen du projet de loi de finances 2025 sur les dangers d'un creusement du différentiel de compétitivité des ETI françaises exposées à l'international par rapport à leurs concurrentes d'autres pays. Vous avez aussi fait part de vos inquiétudes sur les tentatives de recentrage du dispositif Dutreil de transmission des entreprises, qui est l'une des préoccupations majeures des adhérents du METI depuis sa création, et à juste titre, puisqu'on estime que la moitié des ETI devront être transmises dans la décennie qui vient. Olivier Rittmann et Rémi Cardon avaient d'ailleurs soulevé ce point dans un rapport remarqué en 2022. Alors que s'annoncent déjà les consultations en vue de la préparation du budget 2026,
vous nous direz comment vous appréhendez ces deux sujets. Enfin, vous avez récemment appelé à mettre fin à un suicide collectif, celui du poids des normes. Vous plaidez pour la reconnaissance d'un statut des ETI au niveau européen qui permettrait, comme les PME, de les exempter de certaines règles, notamment issues des directives CSRD, la directive sur le devoir de diligence, et CS3D, directive sur le reporting en matière de durabilité. J'aimerais que vous nous détailliez les normes qui vous paraissent devoir être allégées au niveau européen, mais aussi au niveau national, puisque l'Assemblée nationale examine cette semaine le même projet de loi que nous avons déjà voté ici, le projet de loi sur la simplification de la vie économique, et que nous aurons dans les semaines à venir une commission mixte paritaire sur ce texte. Voici, Monsieur le Président, quelques-unes des nombreuses questions que je souhaitais vous soumettre. Les membres de la commission ne manqueront pas de les compléter au terme de votre intervention liminaire. Et avant de vous céder la parole, je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Voilà, Monsieur le Président, en vous réitérant tous nos remerciements pour avoir accepté notre audition, qui est la première dans cette enceinte de la réunion de la Commission des affaires économiques du Sénat. Je vous laisse la parole bien volontiers. Voilà, très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais d'abord, comme vous me l'avez demandé, rappeler effectivement ce que sont les ETI d'un point de vue légal. Vous l'avez rappelé, c'est la loi LME de 2008. Nous avions plaidé pour la création de cette catégorie parce qu'il nous semblait que entre les PME qui vont jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et des grandes entreprises du CAC 40, il y avait tout un tissu d'entreprises françaises qui était finalement très peu pris en compte, que les sujets notamment de blocage de transmission d'entreprise qu'on avait connus dans les années 80 à 2000 s'expliquaient plus par une méconnaissance que par une véritable volonté idéologique d'empêcher les entreprises de se transmettre. On avait beaucoup plaidé à l'époque, notre organisation, pour la création de ces pactes du trade dont vous avez parlé, qui ont permis le déblocage de la transition d'entreprise. Et donc, il nous semblait qu'il était important de créer une catégorie qui étudie ces entreprises qui vont donc de 50 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de 250 salariés à 5000 salariés. Il nous semblait que ces entreprises, ce sont les entreprises qui font la force du tissu économique. Les Allemands l'appellent le Mittelstand, avec une notion un petit peu plus large que juste la catégorie ETI. Mais il faut bien dire que ça fait leur force, à l'exportation. Et donc, si on veut mieux comprendre comment on peut avoir ce tissu d'entreprise, il faut l'étudier. Pour l'étudier, il faut qu'il y ait une catégorie statistique. C'est ce qu'on avait plaidé, c'est ce qui a été créé. Alors, vous l'avez rappelé, effectivement, on s'est rendu compte, on a même découvert en quelque sorte cette catégorie. Jusque-là, on nous appelait des grosses PME, pour comprendre à quel point c'est absurde, et ça peut pas aider, il suffit de le prononcer intégralement. C'est grosses, petites et moyennes entreprises, ça veut rien dire. Et en fait, quand il y a une loi sur les PME, elle ne s'applique pas à des entreprises de cette taille, puisqu'elles sortent de la catégorie PME, qui est elle aussi bien normée et qui s'arrête à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a vu quand on a créé cette catégorie ? On a vu que c'était d'abord des entreprises qui exportaient, un tiers de l'exportation française, et c'est sans doute ce qui explique d'ailleurs le dynamisme de l'exportation en France et la balance commerciale positive en Allemagne, mais on cite beaucoup l'Allemagne, on pourrait citer aussi l'Italie du Nord par exemple, beaucoup de petits pays européens qui en réalité sont très, très dynamiques et qui ont des économies qui sont très fortes. On le voit, on a beaucoup parlé d'industrie, de désindustrialisation, on voit que c'est des entreprises qui ont un fort tropisme industriel, et un tropisme industriel en France, c'est-à-dire sur le territoire français. Donc, ce n'est pas des entreprises industrielles qui produisent dans le monde entier, mais qui produisent principalement en France. On voit que c'est des entreprises, vous l'avez dit, Madame la Présidente, qui sont les grandes entreprises des territoires. 75% des sièges sociaux, c'est même pas les sites, c'est les sièges sociaux des ETI sont hors de l'Île-de-France. Donc, ce sont les grandes entreprises de nos... Je ne sais pas si territoire est le bon mot, d'ailleurs, il est un peu contesté, mais de nos régions. On voit aussi, et c'est très important pour comprendre comment on peut les développer ou les freins qu'elles peuvent avoir, que ce sont des entreprises à capitaux familiaux à 70%.
Alors, c'est soit des entreprises personnelles première génération, soit des entreprises à capitaux familiaux. Et j'y reviendrai parce que c'est important, si on veut en avoir un plus grand nombre, de comprendre cette particularité. Et on voit aussi que ce sont des entreprises qui représentent 25% des emplois, mais plus encore, de par justement cette structure familiale, ce sont des entreprises qui est la seule catégorie qui crée des emplois en période de crise. En période de croissance, les PME sont très créatrices d'emplois, mais en période de crise, dans toutes les crises qu'on a connues récemment, la seule catégorie, parce qu'elle est à la fois, elle a une vision de long terme et parce qu'elle a une taille suffisante, qui arrivent à créer des emplois, ce sont les ETI. Et donc, elles sont en quelque sorte, elles sont très importantes. Il faut de tout pour faire une économie. Il faut des petites, il faut des grandes entreprises, il faut des entreprises étrangères, françaises, etc. Mais on voit que ces entreprises jouent un rôle particulier parce qu'en période de crise, justement, elles ne surréagissent pas aux crises et elles continuent à créer des emplois parce qu'elles se projettent dans un temps long, un capitalisme de long terme qui est assez favorable à l'intérêt général. Alors, pourquoi est-ce qu'on... la seule chose, c'est que quand on a fait quand la loi LME a eu lieu et qu'on a fait le compte, on s'est par contre rendu compte de quelque chose dont peu d'économistes ont parlé, qui est passé sous les radars pendant près de 30 ans, qui est qu'on avait 4600 ETI en France, quand on en avait 12 500 en Allemagne, 10 500 en Angleterre et 8 500 en Italie, pour citer ces trois pays, 73 000 aux États-Unis. Donc, on voit qu'on s'est rendu compte brusquement qu'on en avait beaucoup moins, sans raison apparente, et surtout dans une courte période de temps, puisqu'en 1980, la France avait autant d'ETI qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc on voit que en 25-30 ans, le tissu français, ça a été la raison pour laquelle on s'était, nous, regroupés, un certain nombre de chefs d'entreprise pour créer, vous l'avez rappelé, ce qui s'appelait à l'époque la SMEP. Il s'est vendu toute une série de pépites françaises, la plupart du temps, soit des capitaux étrangers, soit parfois à des fonds financiers, parce qu'en fait, on avait bloqué la transmission d'entreprise en France. Il fallait quasiment 55% de la valeur d'une entreprise pour pouvoir la transmettre. Donc, il fallait sortir de l'entreprise 55% de ce qu'elle valait, pas de ses bénéfices, pour pouvoir la transmettre. Et donc, tous les chefs d'entreprise qui arrivaient à la transmission vendaient leur entreprise. Et nous, par exemple, à la SMEP à l'époque, on avait des entreprises comme Salomon, comme Rossignol, on avait Tétinger était membre de la SMEP, les Transports du Bois, pour parler d'autres types de... et Sommer Alibert, etc. Et toutes ces entreprises, dans la période entre le moment où on s'est créé en 1995 et 2002, où il y a eu les premiers pactes, on a vu toute une hémorragie d'entreprises qui se vendaient, qui souvent d'ailleurs, quand ça a été vendu à des groupes étrangers, les groupes étrangers fermaient les usines en France. Et on avait une perte de substance qui est énorme. Et comme il faut beaucoup de temps pour créer ce type d'entreprise, ça a été une vraie catastrophe économique pour la France, dont peu de gens finalement ont parlé. Et ça s'est fait assez à bas bruit. Alors la bonne nouvelle, c'est que la loi LME et la création de la catégorie ETI a été vraiment utile. Ça a permis une prise de conscience et on a commencé à voir timidement au début une compréhension et des politiques publiques qui ont commencé à inverser la tendance. Je pense sous Nicolas Sarkozy à la réforme de la taxe professionnelle, puisque on était touché, les ETI sont touchés à la fois par le sujet de la transmission et comme elles produisent beaucoup en France par le sujet de l'écosystème français. Donc s'il n'est pas compétitif, elles ont plus de difficultés qu'un groupe international qui produit à l'étranger, qui est donc exposé à d'autres écosystèmes que le seul écosystème français. On a vu le rapport Gallois. On a vu un effort sur le coût du travail non qualifié avec le CICE sous François Hollande. Ensuite, plus résolument, à partir de la période d'Emmanuel Macron, on a vu un réalignement de l'impôt sur les sociétés. On a vu un réalignement de la taxe sur les dividendes qui a notamment favorisé pas mal la transmission d'entreprise parce que pour financer la transmission d'une entreprise, il faut distribuer des dividendes et donc la fiscalité des dividendes n'est pas anodine dans le coût de la transmission. Et on a vu des règles sur l'apprentissage et puis une première prise de conscience sur le sujet des taxes de production. Dans le même temps, les pactes du trade ont donné leur plein effet et certes, en ayant une fiscalité qui reste plus élevée en termes de transmission que la moyenne européenne, elles ont quand même débloqué la transmission d'entreprise. Et le résultat, il est très simple. Pour les ETI, on est passé de 4,6 millions à 7 millions de 4 600 ETI à 7 200 ETI. Donc on voit qu'il y a c'est pas une fatalité. On voit qu'assez rapidement, alors la moins bonne nouvelle, c'est que les Allemands sont passés de 12 500 à 17 000. Mais on voit qu'on a inversé, on a eu un début d'inversion de tendance.
Et on voit aussi que ces mesures qui visaient à restaurer un écosystème compétitif en France, on garde un écart très important de fiscalité, mais dans les 10 dernières années, la tendance a été à diminuer cet écart et non plus à l'augmenter. Eh bien, ça a donné des résultats, y compris pour les entreprises, des résultats fiscaux que je pense que vous avez notés, puisque alors que le taux a baissé, la recette de l'impôt sur les sociétés a doublé. Le PFU, alors qu'il a baissé, les recettes ont également augmenté. Et les taxes de production, vous savez qu'il y a maintenant un indicateur, une chose que nous avions demandé pour avoir des chiffres qui est annexé au PLF. Maintenant tous les ans, donc vous avez maintenant à votre disposition un indicateur qui donne chaque année le taux complet de taxes de production. Et bien, les taxes de production, malgré la suppression ou la diminution de certaines taxes de production, la recette des taxes de production est toujours à 80 milliards, donc elle n'a pas baissé. Donc on voit qu'en fait cette politique, elle n'a pas, contrairement à ce qu'on entend parfois, coûté à l'État. C'est pas un coût pour l'État. Ça a généré, c'est un peu tout le raisonnement que nous portons, ça a généré de la recette fiscale. Il y a par ailleurs eu d'autres coûts qui ont généré des déficits, mais pas celui-là, pas le réalignement compétitif. Il a au contraire donné à l'État des recettes fiscales, et ça c'est les recettes directes. Mais en indirect, vous avez eu la baisse du chômage. On a très longtemps entendu que le chômage de masse en France était quelque chose contre lequel on avait tout essayé. En réalité, le chômage, il a baissé, il est passé de 10% à 7%, c'est-à-dire 1 800 000 emplois créés, dont une bonne partie dans les ETI. Et qui dit baisse du chômage, dit aussi moindre nécessité d'aider les chômeurs et donc des recettes, enfin en tout cas de moindres dépenses pour l'État. Alors, quelle est la situation, vous l'avez dit aussi Madame la Présidente, aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation se redégrade. Vous avez donné certains chiffres, je les rappelle. Par rapport à 2023, en 2024, c'est des chiffres Banque Palatine. Une ETI est en baisse de chiffre d'affaires. Une ETI sur 2 est en baisse de chiffre d'affaires, pardon. 15% des ETI sur le début 25 seulement sont en augmentation de chiffre d'affaires. 2 ETI sur 3 ont mis en suspens leur investissement ou abandonné des investissements. La création d'emplois, et les ETI créent toujours des emplois, mais 2 fois moins que dans la période précédente. Et on a également, on pense que c'est des entreprises qui sont déjà de taille assez importante, on a un doublement des sinistralités, c'est-à-dire des redressements judiciaires. On voit que la situation, elle est plus difficile. Pour quelles raisons? Des raisons qu'on connaît tous, conjoncturelles, et sur lesquelles je ne vais peut-être pas développer parce qu'on a un peu moins de prise sur elles. Mais également une autre raison qui est l'arrêt de la politique de réalignement compétitif, puisqu'on peut dire que, et les indicateurs le montrent, que les taxes de production repartent à la hausse, que l'impôt sur les sociétés, alors il reste encore pour les ETI, je crois que quelques grandes ETI sont touchées par la hausse de l'IS quand elles dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais on voit que l'IS également repart à la hausse. Dans les taxes de production, la hausse du versement mobilité, une hausse très nette des taxes foncières, et puis toute une série de contributions, éco-contributions, rabots sur les allègements de charges. Donc on voit que pour le moment, quelle que soit par ailleurs la manière dont on raisonne sur ces sujets, on voit que factuellement, quand vous opérez en France, quand vous travaillez en France, les taxes de production repartent à la hausse. Pour nous, on voit arriver des possibles droits de douane d'autres régions du monde. Pour nous, ce surcroît de taxes de production par rapport à l'environnement européen, le débat n'est pas les taxes de production en soi, mais le fait qu'on en paye plus que l'environnement européen, eh bien, ce sont en réalité des droits de douane à l'envers, c'est-à-dire qu'on taxe, on subit peut-être des droits de douane d'autres régions du monde, mais nous, on taxe la production en France. C'est-à-dire que si on produit dans un autre pays européen, ben on n'aura pas ces taxes. Et donc, on a mis des droits de douane sur la production en France. Il faut assumer les conséquences que ça peut avoir pour notre économie et tous les coûts induits que ça peut générer, c'est-à-dire toutes les externalités négatives que va générer cette taxation de la production et du travail en France. On a ensuite un autre point que vous avez mentionné, Madame la Présidente, qui est un point réel. Je vous donnerai juste un chiffre, mais je pense que de nouveau vous le connaissez. D'ailleurs, je sais que le Sénat a pas mal porté ce sujet. C'est cette espèce d'accumulation constante de normes supplémentaires qu'on subit depuis maintenant 10 à 15 ans. Je vous donne un chiffre. On a 7 fois plus de normes qu'en 2002. Donc on peut prendre un cas, la CSRD, la CS3D, etc. En réalité, le sujet n'est même pas la simplification pour nous.
Le sujet qu'on voit arriver aujourd'hui, un mur de complexité nouvelle, avec des coûts associés qui sont extrêmement importants et qui sont... Alors, CSRD, c'est un peu le tipping de l'iceberg, etc., mais le bout de l'iceberg. Mais en réalité, vous avez des dizaines de différentes réglementations. Certaines sont européennes ou nationales, ou européennes avec des fortes transpositions nationales. D'autres sont sectorielles. Chaque secteur, s'il venait ici, vous parlerait de normes sectorielles. Moi, dans la cosmétique, je peux vous parler de plusieurs d'entre elles, qui sont des choses qui nous paraissent extrêmement coûteuses et absurdes, mais qui ont des impacts considérables. Moi, j'ai fait le chiffrage pour mon entreprise. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, on construit une nouvelle usine. Le coût, non pas des normes actuelles, mais des nouvelles normes qui arrivent quand on l'additionne et qu'on le chiffre, il est supérieur à l'amortissement annuel de ma nouvelle usine. Donc, voilà. Ça, c'est l'environnement. Alors, pour certaines normes européennes et pour d'autres françaises. Et c'est la raison pour laquelle on a mis dans le débat le sujet sur CSRD. Les ETI sont très engagés dans le sujet de l'environnement et de l'écologie. Chez Sisley, on a longtemps eu, c'est plus le cas maintenant, le plus grand toit solaire de la région parisienne. On travaille sur un projet géothermique. Mais aller dépenser 700 ou 800 000 euros pour faire de la paperasse plutôt que de faire un projet géothermique, ça fait un peu mal au cœur et c'est un sujet qu'il faut adresser. Mais surtout, ce n'est pas juste ce sujet-là. Vous avez des je ne sais pas si des dizaines, mais vous avez toute une série de normes qui arrivent, de nouveau sectorielles ou nationales, qui, quand elles s'additionnent, mettent un poids sur la production en Europe et la production en France qui va nous faire mourir vertueux. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de production, mais on sera très très vertueux dans cette production qu'on n'a plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a, je ne veux pas être trop noir dans ma présentation, mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Et est-ce que les solutions sont possibles? Est-ce qu'on peut mettre en place? Nous, on en est vraiment, je le dis très solennellement, on en est vraiment convaincus. On est vraiment convaincus que la France a un potentiel de redressement. Et on pense même que la période de réalignement compétitif qu'il y a eu pendant 10 ans, tout parti politique confondu, l'a démontré par ses résultats. Et que si on mettait en place une bonne politique en France, on libérerait les énergies et on permettrait à la France, dans un environnement géopolitique qui est ce qu'il est et qu'on connaît, d'être beaucoup plus performant et que ça servirait par ailleurs notre modèle social, la lutte contre les déficits. Le premier point, par contre, il faut bien comprendre que pour le faire, il faut faire le pari de l'activité. Si on n'est pas réaligné, et ça n'a rien à voir avec la dépense publique. On peut discuter sur la dépense publique, on peut discuter, c'est un sujet de société, sur le niveau de dépense publique, on peut discuter sur la qualité de la gestion de la dépense publique, c'est un autre sujet. Le sujet de la création de richesse, c'est un sujet pour lequel, si vous êtes en économie ouverte, il faut placer les entreprises dans un environnement où elles peuvent se développer. Et si elles se développent, elles créent de l'activité, elles créent de la recette fiscale, elles créent de l'emploi et ça bénéficie à la collectivité. Et donc, la question, c'est que pour opérer et être compétitif, il faut non pas baisser les impôts, ce n'est pas le sujet, les impôts c'est normal d'en payer, mais les réaligner sur l'environnement au moins européen, de manière à ce que nos entreprises françaises puissent s'exprimer, puissent se développer, qu'on puisse faire monter les start-up et les PME à la taille ETI, qu'on puisse faire monter peut-être quelques ETI à la taille grand groupe, et qu'on ait ainsi une économie qui soit dynamique. Et on en a tout à fait la capacité, on est très bien placé en Europe, les Français sont productifs quand ils sont dans des bonnes organisations, on a 3 façades océaniques, il y a un grand esprit d'entreprise en France qui s'est d'ailleurs beaucoup développé ces 20 ou 30 dernières années, donc c'est tout à fait à notre portée. Mais pour ça, et d'autre part, le fait de le faire, le fait de réaligner ne coûtera pas sur une période de temps assez courte. Car en réalité, il générera, et c'est ce qu'a démontré la période passée, de la recette fiscale qui financeront les mesures de réalignement. Donc, c'est quoi les écarts? Si vous placez une ETI française en Allemagne, par exemple, vous avez 2 écarts principaux. Ce n'est pas vraiment l'IS, c'est l'impôt sur les bénéfices. C'est les taxes de production. On a 2 fois plus de taxes de production qu'en moyenne européenne et 7 fois plus qu'en Allemagne. D'ailleurs, on n'a pas de politique de l'offre en France. L'Allemagne a une politique de l'offre parce qu'elle a des taxes, des impôts de production plus bas que la moyenne européenne. Nous, on a une politique, on a essayé de mener pendant 10 ans une politique de réalignement compétitif. Si on place, l'écart est de 40 milliards par rapport à l'environnement européen, donc les entreprises françaises payent 40 milliards de plus de taxes de production par rapport à l'environnement européen.
Le deuxième écart, c'est le coût du travail qualifié. Alors, on est compétitif maintenant, grâce au CICE, sur le coût du travail, ou transformé en baisse de charge, sur le coût du travail non qualifié. Mais on n'est pas compétitif sur le coût du travail qualifié. 1,45 de charges sociales patronales sur les cadres contre 1,22 en moyenne européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bloque l'économie des bons salaires et de la montée de gamme. Ça veut dire qu'on n'est pas compétitif, donc les ingénieurs, les commerciaux, les gens qui développent à l'export, et même les ouvriers qualifiés etc., eh ben, ils sont beaucoup plus coûteux en France qu'ils sont dans l'environnement européen. Et si on n'adresse pas ce sujet de l'emploi qualifié, on ne fera pas en France l'économie des bons salaires, on ne fera pas en France l'économie de la montée de gamme, et surtout on ne développera pas en France un renouveau industriel et un redéveloppement économique. Le deuxième point, c'est le sujet de la complexité normative. Si on ne l'adresse pas, et c'est vraiment pas seulement simplifier, c'est déjà arrêter la complexification. Si on ne l'adresse pas, ben on va avoir des charges dans notre environnement européen ou français qui vont nous créer des situations de distorsion de concurrence par rapport au reste du monde. Ça ne veut pas dire de supprimer les réglementations, ça ne veut pas dire d'être contre les réglementations, ça veut dire d'abord peut-être de faire un moratoire, ensuite peut-être de faire une réévaluation, regarder ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte, et ensuite peut-être, et c'est ce que nous plaidons, de poursuivre ce qu'on a fait en France et de le plaider en Europe. Je pense que beaucoup d'Européens sont prêts à nous suivre maintenant sur ce sujet. L'une des façons efficaces et rapides de stopper la surréglementation, c'est de créer la catégorie ETI européenne, essayer de plaider qu'elle soit sur le modèle de la française. On commence à avoir vraiment une écoute de la part de nos amis allemands, italiens, et de polonais, etc., et de la Commission européenne. Et ça a un gros avantage en termes de simplification, c'est qu'à partir du moment où vous avez la catégorie, vous pouvez proportionner les réglementations à la catégorie. Et donc, vous pouvez très rapidement avoir des résultats de simplification ou de non-complexité qui peuvent... C'est un outil qui est efficace pour avoir rapidement un résultat en matière... On sait que c'est difficile d'avoir des résultats en matière de simplification. C'est un outil qui est efficace. Le troisième point, c'est... on voit les grands débats sur l'investissement, sur le financement, sur l'économie de l'investissement. Et on voit aussi les débats parfois sur la transmission d'entreprise. Il est clair que si on n'adresse pas ce sujet de la transmission d'entreprise pour favoriser la transmission d'entreprise en France, on retombera dans les errements de 80 à 2000 qu'on a connus et on en a vu les résultats, c'est-à-dire des entreprises qui... On part d'une bonne idée, on construit, quand on arrive à la fin de la taille PME ou même au milieu de la taille PME, on sort des protections de seuil, on commence à être exposé à un écosystème qui est plus compétitif et les entreprises, on ne peut pas transmettre, il faut 21 ans pour arriver à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne et on ne peut pas transmettre, on vend et on fait avec une transmission, des coûts de transmission forts sur les entreprises, on fait le jeu et on fait des entreprises étrangères et du capitalisme financier, c'est-à-dire qu'on force les entreprises à se vendre. On ne fait pas le jeu de nos territoires, on ne fait pas le jeu de l'activité en France. Et c'est vraiment un sujet, je pense qu'en plus on a vu que ça n'a pas marché, c'est un sujet qu'il faut adresser résolument. Il faut aussi, si on veut avoir du financement, avoir une économie de l'investissement. On entend que le capital est moins taxé que le travail en France ou que l'investisseur est moins taxé que le travail en France. C'est entièrement faux. Un investisseur paye 50% de taxes à l'intérieur de l'entreprise. Sur les 50% qui restent, il paye 34% d'impôts de distribution. Faites le calcul, on est à 70%. Alors si on ne compte pas la taxation dans l'entreprise, on peut dire qu'il n'y a pas de taxation, mais elle est virtuelle, la taxation dans l'entreprise, elle n'existe pas. Elle est réelle. Payez 50%, 25% d'IS et l'équivalent de taxes de production, même un petit peu plus, puisque les taxes de production, c'est 80 milliards. Donc en réalité, l'investisseur, il paye une forte fiscalité. Avoir une fiscalité qui soit dissuasive, ça veut dire qu'il n'y en aura pas de gens qui vont financer des entreprises. Et on le voit bien, là où aux États-Unis, les startups sont très financées, toutes les bonnes idées françaises, tous les jeunes qui ont des idées, qui développent des projets, ils ne trouveront pas les capitaux pour se financer. Et ce serait vraiment une erreur. Donc cette idée de capitalisme de long terme, d'une économie de bâtisseurs, d'entreprises, de gens qui non seulement créent, mais aussi ont envie de développer, c'est une idée qui est très importante si on veut arriver à un plus grand nombre de TI. Et le dernier point, et je termine par là, si on avait, comme on le mérite, comme on devrait l'avoir, 2 fois plus de TI qu'on en a en France, on n'aurait pas les problèmes économiques qu'on a aujourd'hui, ni sur les déficits,
ni sur la balance à l'exportation. On aurait une France qui serait économiquement dynamique, ça ne réglerait pas tous nos problèmes, mais en ayant une économie qui soit dynamique, on serait déjà en meilleure position pour résoudre le reste des sujets qui touchent notre société. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Président, pour cette intervention d'ores et déjà très intéressante, mais qui, je n'en doute pas, va être complétée à travers les questions importantes de nos collègues. Et nous commençons, alors si vous le voulez bien, Monsieur le Président, on prend des questions 3 par 3 et on vous propose d'y répondre. Donc, Daniel Fargeot. Daniel. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Alors, vous avez souligné que les ETI évoluaient dans un environnement moins favorable que leur homologue européenne. Il y a certainement des freins, vous l'avez souligné, l'excès de normes, surtransposition, des taxes de production, un coût du travail qualifié qui est plus coûteux évidemment pour l'ensemble de votre mouvement d'entreprise intermédiaire. De même, alors, s'il y a ces freins, il y a sans doute aussi des spécificités françaises par rapport à vos concurrents européens. Je voudrais faire référence aux aides publiques aux entreprises. Alors, je voudrais savoir si elles sont un soutien pour les ETI, notamment au niveau du CIR, des allègements de cotisations de charges sociales, et si la lourdeur des procédures d'obtention de ces aides est dissuasive quant à leur plan d'investissement. Je parle des plans d'investissement, évidemment, des ETI. Enfin, il y a 75% des sites de production qui sont situés en zone rurale ou en ville moyenne. Nous le savons, ce sont des zones qui connaissent de nombreux sujets d'attractivité. Les ETI sont-elles associées avec les collectivités locales et autres structures pour relever ensemble ces défis? Merci. Merci Daniel. Anne-Catherine Loisier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur. C'est très, très intéressant. Alors, moi, je voulais juste rebondir, parce que dans le cadre d'Egalim, et notamment du sujet sur les DPH en grande surface, mais on a eu pas mal de témoignages avec Daniel d'ETI de ce secteur, qui sont encore bel et bien nombreuses et qui étaient effectivement en danger, parce que le point que vous soulignez, c'est-à-dire elles étaient mises en concurrence, alors qu'elles sont pleinement ancrées dans l'écosystème français, avec les réalités de l'écosystème français. Elles étaient mises en concurrence sur le marché français avec des multinationales qui, elles, n'ont pas du tout les mêmes équilibres économiques, le même modèle. Et donc, il y avait un véritable risque. C'est la raison pour laquelle nous avons, en l'occurrence, maintenu cet encadrement des promotions. Il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas venu dans votre intervention, c'est tout l'aspect production durable. En fait, moi, je voulais savoir si pour vous, produire ce qui est bon pour l'environnement, c'est un vecteur de croissance, de marché, de marge. Enfin, comment vous l'analysez? La Présidente vous a rapidement parlé tout à l'heure du travail que nous avons effectué sur les territoires d'industrie, qui nous semble être un modèle intéressant, puisque pour le coup, pratiqué chez nos voisins que vous avez un petit peu cités, les Italiens ou les Allemands, c'est-à-dire cette idée, en fait, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais de chasser en groupe, en meute, c'est-à-dire d'avoir des pôles avec des entreprises agrégées, avec des sous-traitants. Comment vous appréhendez ce modèle? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas là un gain d'efficacité pour les entreprises françaises d'essayer de travailler davantage en synergie? Et puis, dernier point, le pacte du Treuil. Donc, si j'entends vos remarques, en fait, il n'est pas aujourd'hui suffisant en France. Enfin, il faudrait peut-être revoir ce dispositif pour améliorer la transmission. Merci. Merci Anne-Catherine Loisier. Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci pour votre présence devant notre commission. Comme tous les élus locaux que nous sommes, nous entendons beaucoup parler d'alerte de la part d'entreprises, de toute taille d'ailleurs, mais souvent de grosses, entre guillemets, entreprises, ETI, qu'on pourrait qualifier d'ETI, sur le poids des charges, vous l'avez dit, sur la complexité administrative ou sur la fiscalité de production. Et vous en avez fait état il y a quelques minutes. J'entends tout à fait ces remarques et un travail de simplification est sans aucun doute nécessaire. Vous nous avez parlé longuement des taxes qui sont importantes, mais permettez-moi d'ajouter au débat l'autre versant qui est souvent omis depuis des années. Les pouvoirs publics français ont fait le choix d'alléger le prix du travail. Ces aides sont coûteuses pour les dépenses publiques et d'après les estimations, elles oscillent entre 140 et 220 milliards d'euros annuels si on prend tout en compte, les avantages fiscaux, l'abattement de cotisations, etc. Il y a là, je trouve, une sorte d'accoutumance aux aides qui peut peut-être parfois faire perdre un peu la réalité des choses. Or, la multiplication récente des plans sociaux, et sur mon département, c'était vraiment le cas, et les engagements du département de la Loire, donc
on a eu entre autres Casino, et les engagements de relocalisation qui tardent à se concrétiser interrogent. Ma question, elle est très simple. Loin de moi l'idée de stopper cette dépense publique, je ne sais pas du tout mon propos, mais est-ce que vous avez de la visibilité sur les apports concrets de ces aides? Est-ce que vous avez de votre côté, est-ce que vous savez de votre côté si elles sont efficaces, et est-ce que ces milliards non imposés contribuent bien à créer des emplois sonnants et trébuchants, si j'ose dire? Et finalement, est-ce que la dépendance, alors un peu provocatrice ma phrase, mais est-ce que la dépendance aux aides publiques ne participe pas à dégrader la compétitivité des entreprises? Voilà, Monsieur le Président, je propose de répondre à cette première série de questions, si vous le voulez bien. Donc la première question, c'était de savoir si les aides étaient efficaces. Et nous, ce que nous plaidons, plus que des aides, c'est d'avoir un écosystème compétitif. La première chose, c'est que net des aides, et quand vous déduisez des aides aux entreprises, toutes les aides qui sont en fait des aides aux entreprises publiques, vous savez que dans les aides, on compte par exemple la retraite le supplément de financement de la retraite des entreprises publiques. Vous savez que dans les aides, on compte par exemple la baisse de TVA, sur ce qui est en fait plutôt une aide aux consommateurs. Quand vous prenez les aides aux entreprises privées, vous réduisez considérablement le niveau d'aide, et quand il est netté de l'écart vous avez toujours un écart d'à peu près 140 milliards par rapport à l'environnement européen. Et je crois que c'est ça le marqueur qu'on doit avoir. Le marqueur, c'est est-ce que net des aides, on place les entreprises dans une situation qui est concurrentielle. C'est ça la question. Parce que si elle n'est pas dans une situation concurrentielle, on aura du mal à se développer, c'est aussi simple que ça. Si on est dans une situation concurrentielle, on va être à égalité avec nos concurrents. Si on est mieux que la situation concurrentielle, alors à ce moment-là, vous menez une politique de l'offre, c'est ce que font les Allemands et encore plus les Chinois. Et là, vous gagnez des parts de marché parce que l'État vous aide. Mais tant que vous êtes dans une situation où net des aides, vous avez un écart de compétitivité, pour des raisons dont on peut débattre par ailleurs, et que vous financez ça, en réalité, la dépense publique, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a un problème dans la compétitivité des entreprises, parce qu'on pourrait financer la surdépense publique. D'abord, ça peut être un choix de société, c'est un autre débat, et ça peut être financé, la dépense publique, par d'autres types d'impôts, et notamment ce que font les Scandinaves, des impôts sur la consommation. Mais quand vous taxez sur la consommation, en fait, vous ne taxez pas la consommation, vous taxez les entreprises étrangères. D'ailleurs, Trump l'a très bien compris, qui vont mettre des droits de douane sur la TVA. Donc, en réalité, nous, ce qu'on a fait, c'est pas seulement d'avoir de la surdépense publique, de nouveau un possible choix de société, mais c'est que cette surdépense publique est financée uniquement par la dette et par une surtaxation des entreprises. Et en surtaxant les entreprises, on diminue l'activité. Quand on diminue l'activité, on crée un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus aider, on a plus de chômeurs, on a plus de gens en difficulté, donc il faut encore augmenter les impôts, donc il faut encore taxer plus les entreprises, et vous vous retrouvez dans une situation où vous avez ce que vous avez connu en France, une désindustrialisation, plus d'emplois dans les territoires, ou beaucoup moins d'emplois, et aussi plus de maîtrise de savoir-faire, perte de savoir-faire, de plus en plus nombreux, et quand on arrive à la crise Covid ou à des crises géopolitiques comme on en connaît en ce moment, on se retrouve avec toute une série de savoir-faire qu'on a perdu. On ne sait plus les faire, on ne sait plus parce qu'on a perdu ces savoir-faire. On n'était plus compétitif pour les développer en France. On n'a donc plus de gens qui connaissent ces savoir-faire, et après pour retrouver ces savoir-faire, ça prend du temps. Donc en réalité, le vrai sujet, pour répondre peut-être, c'est d'avoir un écosystème qui soit compétitif. La deuxième chose, c'est qu'on parle de... Alors, il y a des chiffres qui vont dans tous les sens, entre 80 milliards jusqu'à 200 milliards d'aides aux entreprises. C'est déjà un peu... Il y a peut-être un petit peu à regarder pour savoir quand ça va de 80 à 200, qu'est-ce qu'on met dedans. Quand vous regardez, le plus gros sujet dont on parle dès qu'on parle des aides, c'est le CIR, le Crédit Impôt Recherche, et c'est 8 milliards. Donc, sur les 80 milliards, il n'y a que 8 milliards qui est une aide à des entreprises privées identifié comme un dispositif général. Après, vous avez toute une série de petits dispositifs particuliers. Vous avez les TVA à taux réduit, vous avez les aides aux entreprises publiques. Et donc, c'est finalement les aides aux entreprises privées, et notamment aux ETI, c'est pas des dispositifs importants. Alors, par contre, c'est vrai, il y a la baisse du coût du travail. Ça, c'est un assez gros poste. Et il a eu des impacts, puisqu'on a vu justement une baisse du chômage. Donc, il faudrait regarder les externalités positives que ça a généré pour la société.
pour les gens aussi, hein, parce qu'avoir du travail plutôt que d'être au chômage, c'est quand même quelque chose qui restructure la société. Et puis même pour l'économie, pour le financement du chômage qu'on est obligé de faire quand il y a un chômage de masse. Donc ça, c'est un point important. Là, la question qui se pose, question qui est fondamentale, c'est qu'on a entendu, et la doxa de beaucoup d'économistes, c'était de dire il faut baisser et de tout bord politique, c'était il faut baisser les charges sociales, il faut essayer de se réaligner, mais que sur les bas salaires. Et en réalité, c'est vrai qu'à court terme, ça donne un résultat, mais à moyen terme, ça empêche les entreprises de se développer parce qu'il y a un écart de compétitivité important. Et quand vous comparez avec le reste de l'Europe, vous avez des écarts de charges sociales qui ont des modèles sociaux assez équivalents aux nôtres. Hein. Vous avez des écarts de charges sociales qui sont très importants sur les salariés qualifiés. Or, nous, on pense qu'en France, on serait tout à fait capable de faire une économie des meilleurs salaires. Le problème, c'est que d'abord, vous avez un coin socio-fiscal qui vous empêche... Moi, je vous donne un exemple. J'ai une super équipe. Par moment, on a des coûts d'activité et on demande à nos équipes de travailler, de faire des heures supplémentaires. Et tout le monde est volontaire. Ils sont tous volontaires. On est vraiment... on a de la chance d'avoir voilà, une société où les gens ont envie de faire bien et sont motivés. Ils prennent tous... ils ont le choix, quand ils prennent des heures supplémentaires, d'être payés, soit en récupération, soit en salaire. Ils prennent tous les récupérations. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi vous avez des salaires. On n'est pas au SMIC du tout, mais on est autour de 1008, 1009 pour des emplois ouvriers qualifiés, etc. Je ne comprenais pas pourquoi ils prenaient... Donc je suis allé discuter avec eux. Je leur ai dit, mais pourquoi vous prenez... Vous ne voulez pas me dire au début. Et en fait, quand finalement vous leur faites cracher le morceau, ils ont 50% d'impôt sur la partie supplémentaire. Comme en plus, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu à ces salaires-là, eh ben, ils préfèrent prendre des loisirs. C'est pas qu'ils ne voudraient pas prendre. En fait, on a créé une sorte de coin socio-fiscal de bas salaire. On n'a pas une économie de la montée de gamme. On n'a pas une économie du plein emploi qui obligerait les entreprises à former plus pour justement essayer de faire monter, parce que le meilleur syndicat, c'est le plein emploi. Hein. Ça oblige les entreprises à beaucoup d'efforts pour essayer de faire justement former, faire monter, etc. On a une économie qui est, de ce point de vue-là, assez bloquée parce qu'on a justement ces écarts de compétitivité qui ne permettent pas à l'économie française de s'exprimer autant qu'elle pourrait s'exprimer. J'ai peut-être répondu à la première et à la troisième, j'espère. Oui, il y avait une question sur la production durable. Nous, on a fait des études au niveau ETI. D'abord, il y a une vraie volonté. Les ETI n'échappent pas à la société. Il y a une vraie volonté sociétale d'améliorer la qualité, la durabilité de nos productions. Il y a aussi une pression des consommateurs, il y a une pression des salariés, et même simplement une volonté des ETI familiales parce qu'elles sont implantées dans leur territoire et qu'elles y sont attentives. Par contre, c'est ce que je disais quand je disais qu'il ne faut pas mourir vertueux. En France, on a vraiment intérêt à développer l'industrie parce que l'industrie française est beaucoup plus vertueuse en termes écologiques que la production dans le reste du monde. Parlons même pas de la Chine, même par rapport à l'Allemagne. Compte tenu de notre mix énergétique et compte tenu des efforts qui ont été faits en France à l'heure actuelle, c'est-à-dire indépendamment de tout ce qui arrive comme complexité, on a tout intérêt, si on veut défendre l'environnement, à ce que la production se fasse plutôt en France. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça pourrait être le contraire et ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais on a plutôt intérêt, ce sera meilleur pour l'environnement, que la production et que l'industrie se fassent en France qu'en Chine ou en Allemagne. Il y a un écart, sur l'impact CO2, il y a un écart qui est très important. D'autre part, si on n'a pas d'activité en France, je ne sais pas comment on défendra les sujets écologiques face à la population. Ce sera difficile de pouvoir les défendre. Nous, en tout cas, on est attachés à développer des règles, à développer les sujets environnementaux dans nos entreprises. On a d'ailleurs fait un certain nombre de propositions, notamment une qui est extrêmement intéressante, qui est de créer un standard environnemental européen qui permette aux entreprises de rentrer dans des dispositifs en ayant des contreparties lorsqu'elles avancent. C'est un dispositif qui serait, et sur lequel l'État avance de manière assez active, qui serait plutôt qu'un dispositif top-down comme le CSRD, un dispositif bottom-up qui consisterait à, un peu sur le modèle des labels HQE, de donner un certain nombre d'avantages, qui ne sont pas forcément des subventions, aux entreprises qui rentrent dans un certain nombre volontairement dans un certain nombre
de contraintes ou d'objectifs. Le Dutreil est-il suffisant? Le sujet, c'est de nouveau pas les impôts, pas les impôts. Le sujet, c'est est-ce qu'on est aligné sur l'Europe? Aujourd'hui, on ne l'est pas. Aujourd'hui, vous avez 7 pays européens qui n'ont pas de droit de transmission sur les entreprises parce qu'elles les considèrent comme des actifs stratégiques. Et en moyenne européenne, le taux de transmission des entreprises, c'est 5%. Donc l'Europe a vraiment compris, globalement, que le sujet de la transmission d'entreprises pouvait détruire des emplois et était un objectif stratégique pour avoir un Mittelstand européen. Nous, ce qu'on propose, c'est de réaligner sur l'Europe, c'est-à-dire d'aller plus loin dans le dispositif du Dutreil, mais avec des contreparties, c'est-à-dire la contrepartie d'engagement de conservation des titres plus longue. C'est-à-dire, le but du jeu pour nous, c'est pas de payer de droits de succession en soi, c'est de ne pas payer de droits de succession quand on ne vend pas l'entreprise. Si on vend l'entreprise, c'est normal de payer les droits, et même les pleins droits, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si on ne vend pas l'entreprise, qu'on continue l'activité, qu'on continue à générer emploi, recettes fiscales, que ça reste en France, que ça reste avec des capitaux français, alors ce qu'on propose, c'est effectivement d'avoir un dispositif qui soit aligné sur ce qui se fait au niveau européen, une sorte de pacte de très long terme, qui permettrait qui serait sans doute l'une des mesures clés pour avoir un plus grand nombre de TI en France, parce que ça permettrait, vous l'avez dit Madame la Présidente, dans les 7 prochaines années, une ETI sur 2 va se transmettre. Donc il faut quand même qu'on regarde dans quelles conditions elles vont se transmettre. Certaines se vendront, bien sûr, parce que c'est pas toujours transmettre, mais il ne faudrait pas qu'elles se vendent pour des raisons uniquement fiscales, alors qu'elles pourraient se poursuivre et se développer. Et Monsieur le Président, au regard de ce qu'a posé comme question Anne-Catherine Loisier aussi, mais sur votre point de vue sur le modèle des districts italiens et donc de la façon dont ils organisent les ETI en Italie. Alors, nous, on pense d'abord qu'effectivement, l'un des grands éléments de construction, mais ce n'est pas forcément lié uniquement à des politiques publiques, mais c'est d'avoir des filières, des savoir-faire. Les Italiens en ont. Nous, en cosmétique, pour vous donner un exemple, le comité de filière cosmétique en France, c'est le 3e poste d'exportation de la France, il existe depuis 3 ans. Oui. C'est-à-dire c'est notre 3e poste d'exportation, et il n'y a que depuis 3 ans que l'État a créé un comité de filière pour s'occuper pas s'occuper, mais savoir comment ça se passe, voir s'il y a des difficultés, pouvoir intervenir s'il y a des blocages, et ça c'est le premier. Le deuxième point, c'est que ce combat du métier, ce combat pour l'écosystème français, c'est un combat du travail et de la production en France. C'est-à-dire, c'est pas un combat d'entreprise, Sisley est une entreprise internationale, mais c'est un combat de la production en France. Et nous, nos filières fortes, par exemple la cosmétique, elle s'affaiblira d'abord par la sous-traitance. Donc quand vous avez pendant 2 ans un prix de l'énergie qui est déconnecté de la réalité en France, quand vous avez un écosystème, on n'a pas parlé de ce sujet-là, quand vous avez un écosystème qui est beaucoup plus coûteux en France que dans l'environnement européen, quand vous payez plus cher vos cadres, parce que, non pas qu'ils gagnent plus, mais simplement que les charges sont beaucoup plus élevées pour eux et que c'est vous qui les payez, eh bien vous avez ceux qui sont les plus affaiblis au départ, c'est pas les donneurs d'ordre, c'est pas les entreprises qui ont des marques, etc. C'est la sous-traitance, parce que les marges des sous-traitants sont souvent plus faibles, parce qu'ils produisent en France et parce qu'ils sont donc directement touchés. Et on perdra nos filières, y compris cosmétiques d'ailleurs, d'abord par la sous-traitance. D'où l'importance, y compris pour des entreprises comme les nôtres, de se battre pour que la sous-traitance puisse se développer dans des conditions normales. D'où le sujet que vous pouvez avoir parfois dans les rapports, Madame la sénatrice, entre la grande distribution et un certain nombre de producteurs en France. Si nos sous-traitants périclitent, ils iront en Chine, et puis ensuite il se développera des entreprises chinoises, et puis ensuite, brusquement, les grandes entreprises françaises, y compris les marques, seront concurrencées et disparaîtront. Donc c'est vraiment important. Le vrai combat, c'est le travail et la production en France, au-delà même des tailles d'entreprise. Est-ce qu'on peut travailler et produire en France de manière efficace, compétitive? Merci. Nous continuons avec les questions. Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ces dernières années, les acteurs du monde économique n'ont cessé de demander plus de simplification pour l'insertion professionnelle des étrangers détenteurs d'un titre de séjour en cours de validité. Cette simplification a-t-elle eu lieu selon vous? Et sinon, quelles seraient vos suggestions pour y parvenir? Ma deuxième question porte sur l'intelligence artificielle. Comment anticipez-vous ce virage?
Merci Bernard. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur Dornano, se tient actuellement au Sénat depuis plusieurs semaines une commission d'enquête sur les aides publiques qui sont consenties par l'État aux entreprises dont le chiffre d'affaires net mondial soit supérieur à 450 millions d'euros. Donc je pense qu'un certain nombre de ces entreprises sont concernées par votre mouvement. Je dois vous dire, et sans dévoiler un quelconque secret, puisque les auditions sont retransmises, je dois vous dire, et je parle sous le contrôle d'Olivier Rittmann et de Fabien Gay, qui sont respectivement les présidents et rapporteurs de cette commission d'enquête, que nous avons beaucoup de difficultés à obtenir lors de ces auditions de l'État, et notamment des services de l'administration fiscale, le montant précis des aides qui sont consenties par l'État aux entreprises. Et nous n'avons même pas réussi à obtenir une ventilation, quelle qu'elle soit, entre le type d'entreprise, entre les activités de ces entreprises et leur taille. Donc, j'aimerais bien savoir, alors je ne sais pas si vous avez la réponse maintenant, mais si vous ne l'avez pas, si vous pouvez me la communiquer, combien d'entreprises qui font partie de votre mouvement sont concernées par ces aides publiques? Quel est le montant global que cela représente? Et quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus mangeurs, entre guillemets, de ces aides publiques? Merci de vos réponses. Merci Evelyne. Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Bon, pour avoir un long débat sur tout ce que vous avez dit, y compris qui parfois vous êtes un peu effectivement dans la simplification du débat politique. À vous écouter, l'enfer, la France est un enfer fiscal, un enfer normatif. On est quand même la première destination. D'accord, ok. On est quand même la première destination en investissement étranger depuis des années, et c'est historique aussi. Au fond, si les gens viennent, y compris investir en France, il y a des entreprises, c'est aussi cet écosystème qui permet, qui attire, parce qu'on a des routes, parce qu'on a des gens formés, parce qu'on a du patrimoine, parce qu'on a de l'éducation, parce qu'on a de la santé, et que tout ça participe de cet écosystème. La question que je voudrais vous poser, c'est, vous n'abordez pas du tout ce qui fait une spécificité de l'Italie du Nord et de l'Allemagne, c'est la question de la décentralisation et de l'implication des collectivités territoriales dans les politiques industrielles et dans les politiques d'aménagement des territoires. Au fond, on a un biais de centralisation en France qui est un biais jacobin dans nos politiques industrielles et d'implantation, qui est, à mon avis, un vrai handicap de la France. Deuxièmement, ça entraîne aussi, selon moi, le fait que nos politiques industrielles, qui ont été très déficientes en France depuis longtemps, on a enfin de nouveau le débat sur des politiques industrielles, mais on a complètement abandonné cet enjeu-là en pensant que nos services allaient faire notre économie et pas nos industries. Et donc on a eu un biais. Et au fond, quand on fait de la politique industrielle, on fait d'abord de la politique industrielle pour les grands groupes. Au fond, c'est des politiques industrielles, je caricature, mais de CAC 40, plutôt que des politiques industrielles structurées autour de nos territoires, de nos ETI et de nos PME. Dernier point. Alors vous avez parlé, au fond, indirectement du nucléaire et des énergies renouvelables. Je vous invite à regarder le réseau des ETI autour des énergies renouvelables en Europe. C'est magnifique quand ça se développe, en fait. Si on arrivait à se protéger de la concurrence chinoise, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on aurait des vrais beaux réseaux d'ETI sur nos territoires autour des énergies renouvelables. Mais dernier point, la question en lien justement avec les politiques industrielles et les politiques publiques, les marchés publics. Comment les ETI, on sait qu'il y a dans nos marchés publics, puisqu'on ne fait pas de préférence géographique, puisqu'on n'a pas de Buy European Act, il y a un biais, encore une fois, sur les grandes entreprises. Les PME et les ETI sont structurellement moins bien représentés dans la réponse aux appels d'offres et à la commande publique que les grands groupes. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi à faire un effort? Merci. Merci. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Je vais reprendre à 3, puis je vais remonter vers la... Comme vous le souhaitez. Le premier, je suis assez d'accord avec presque tous les points que vous dites. Sauf peut-être sur les investissements étrangers, parce qu'il faut toujours faire gaffe avec... faire attention avec les statistiques.
Quand par exemple un groupe étranger rachète une entreprise française, c'est un investissement étranger. Donc si vous poussez les entreprises françaises à se vendre à des groupes étrangers, et quand par exemple on rachète Rossignol, 2 ans après, on passe de 1800 emplois dans la vallée à je crois 200 emplois ou 150 emplois. Donc en réalité, c'est pas l'investissement étranger, il faut faire un peu attention avec la stat. Le deuxième point, c'est on a un écosystème favorable en France. Oui, je suis d'accord, et c'est pour ça que je dis qu'on pourrait très rapidement redresser si on se réalignait compétitivement. On a un écosystème. Alors, il y a des choses à améliorer. Bien sûr, on pourrait en débattre sur de l'éducation, on pourrait débattre de plein de choses. Il y a aussi des politiques industrielles publiques à mener, notamment de nouveau sur les circuits de formation. On a découragé de l'industrie pendant 30 ans, donc il faut que les jeunes ils aient envie de retravailler dans l'industrie. C'est plutôt des bons emplois, c'est pas le 19e siècle, c'est mieux payé, c'est qualifié. Le troisième point, c'est que produire en France, je pense que compte tenu justement de notre mix énergétique, et de nouveau je suis d'accord, c'est au contraire, c'est pas parfait, mais c'est mieux que ce produit en Allemagne, par exemple. Et donc, pour la cause écologique, c'est mieux de produire en France que de produire en Allemagne si on doit produire. Je pense que c'est plutôt une fierté et que c'est plutôt un avantage pour nous. Vous dites qu'il y a tout un écosystème de TI. Le coprésident du Métis, c'est Frédéric Coirier, c'est Poujoula, c'est le bois énergie. On a effectivement, là aussi, je suis d'accord, un écosystème. Moi, simplement, je préfère dépenser les 600 ou 700 000 euros, 800 000 euros pour faire un nouveau projet géothermique dans mon site que j'agrandis à Saint-Ouen-l'Aumône, plutôt que d'aller faire 1600 indicateurs CSRD, parce que dont on ne sait pas qui va les lire. Je trouve que c'est dommage. Est-ce qu'il y a une et on a chargé la barque, et nous, des indicateurs, on en avait déjà, je ne suis pas contre les indicateurs, mais simplement, là, on nous oblige, dans ce sujet-là, CSRD, mais de nouveau, CSRD, c'est juste la première partie d'un énorme champ de complexité sur plein d'autres sujets qui arrivent. C'est un problème. Et les marchés publics, c'est un vrai sujet, les marchés publics, et c'est pour ça aussi que nous, on a poussé cette idée de standard triple E, parce qu'un acheteur public, il est aussi pénalement responsable, il ne peut pas faire n'importe quoi, il a lui aussi ses propres contraintes, ou elle a aussi ses propres contraintes. Il faut donner aux acheteurs publics la possibilité d'avoir des barèmes, d'avoir des éléments qui permettent de valoriser les efforts écologiques dans notre pays, sinon il ne pourra pas le faire, et on aura beau dire qu'on voudrait que les marchés publics prennent plus en compte les sujets écologiques, il n'y aura pas de transformation concrète de cette idée. La transformation concrète de cette idée, nous semble-t-il, c'est un travail que fait toute une série d'opérateurs de l'État en ce moment, l'AFNOR, c'est d'avoir justement des barèmes qui permettent de valoriser les efforts que font les industries en France quand elles font des efforts environnementaux. Je pense que par là, c'est par cette idée de bottom-up qu'on peut arriver à faire avancer la cause écologique, à laquelle, par ailleurs, pour avoir fait des grandes études au sein du métier, les chefs d'entreprise sont tout à fait, et leurs salariés sont tout à fait mobilisés. Sur l'aide publique... Excusez-moi, je parlais sur les commandes publiques plutôt de préférence géographique ou de Buy European Act, comment on peut décliner, et la place aussi que peuvent avoir les régions dans les écosystèmes des entreprises intermédiaires, ce qui est vraiment le cas des lenders et de l'Italie du Nord. J'ai pas répondu sur les régions, effectivement. Sur les régions, on est nous aussi tout à fait convaincus que on a des très bonnes. Alors il peut y avoir des cas particuliers, mais moi je fais un nouveau, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, un nouveau projet industriel à Vendôme. On a, tout bord politique confondu, un très très bon soutien des régions. Et je ne parle pas forcément de soutien financier, mais simplement de facilitation, d'encouragement de la part des régions à monter nos projets. On est, vous l'avez dit, dans un pays qui est très très centralisé et où sur un certain nombre de sujets, on gagnerait à la décentralisation. Alors ça pose un problème pour nous, puisque un des gros écarts de compétitivité, c'est les taxes de production. Et ces taxes de production, 60% du financement des taxes de production, elles bénéficient aux régions, pas aux régions, mais aux collectivités locales. Et donc il y a une vraie réflexion, si on doit réaligner les taxes de production sur l'Union européenne, non pas de supprimer les taxes de production, il y en a partout, mais de les réaligner, et en les réalignant, que ça ne soit pas au détriment des régions, puisqu'on pense justement que des collectivités locales, puisqu'on pense que les collectivités locales ont un rôle important à jouer, et donc doivent avoir des budgets, doivent avoir un lien aussi avec l'activité économique. Par contre, si on ne fait pas l'effort de réfléchir collectivement à ce problème de surtaxation de la production, il n'y aura plus d'activité économique dans les régions, il y en a déjà de moins en moins, et ce sera au détriment de toute la collectivité. Sur l'aide publique,
ça ne m'étonne pas qu'on ait des difficultés à avoir de la ventilation. Ça vaut vraiment, par contre, la peine de regarder dans le détail. Moi, on l'a regardé, nous, à travers un certain nombre d'études de différents think tanks, pour essayer de comprendre exactement parce que moi, je regarde Sisley et je vois pas... Enfin, oui, on a le CIR, le Crédit Impôt Recherche, qui, soit dit en passant, depuis 2011, on a quasiment multiplié par 4 notre recherche et nos équipes de chercheurs en France. Et on fait toute notre recherche en France, donc on pense qu'on a rendu à la collectivité l'aide qu'on a reçue. Mais en réalité, en dehors de ça, même pour des projets comme par exemple notre nouvelle usine de Vendôme, je crois qu'on a 400 000 euros de subvention pour un projet de 60 millions d'euros d'investissement de notre part en période de crise. Je ne pense pas qu'on soit débordant de subventions. Après, il y a les charges. Il y a effectivement, si on peut considérer que la baisse des charges sociales sur les bas salaires, elle nous touche peu, nous, parce qu'on a peu de bas salaires. On a plutôt des salariés qualifiés. Donc, on est modérément impacté par ce sujet-là. Et beaucoup d'ETI sont modérément impactés dès lors qu'elles sont industrielles. C'est plutôt les baisses de charges sur les bas salaires, la grande distribution, les transports, plutôt des emplois qui sont autres, mais pas tellement les ETI industriels. Donc effectivement, la question de la ventilation et qui bénéficie des aides se touche. Quand on regarde le détail, on se rend compte qu'on a mis dedans quand même des baisses de TVA, on a mis dedans le financement des retraites des entreprises publiques. Enfin, vous voyez, et alors on fait gonfler le chiffre et en réalité, les entreprises privées... Un point peut-être d'éclairage, sur France 2030, par exemple, ces grands plans industriels, ça a été dit aussi, nous, on est plus pour un réalignement de l'écosystème plutôt que des grands plans industriels où l'État décide sur ce qu'il faut aider l'hydrogène ou qu'il faut aider les batteries ou qu'il faut aider cela. On est plutôt, nous, pour qu'on réaligne l'ensemble du socle, l'ensemble de l'écosystème et qu'on laisse après ceux qui sont les plus performants se développer et que plutôt l'État s'occupe du sujet de la formation, parce que là, c'est un sujet qui est en principe du domaine de l'État et d'ailleurs en coordination avec les entreprises. Mais alors sur France 2030, les ETI, c'est 6% de France 2030, juste pour vous donner un chiffre. Donc c'est pas... C'est de nouveau, on a des grandes annonces sur des aides et en réalité, on a un socle compétitif qui n'est pas performant. Les grandes entreprises sont moins touchées parce que les grandes entreprises françaises à proportion, les grandes entreprises françaises, elles produisent 2 fois moins en France que les grandes entreprises allemandes en Allemagne ou les grandes entreprises italiennes en Italie. Et pourquoi? Parce qu'elles ont juste bien compris, elles sont internationales, que l'environnement français est moins compétitif, donc elles produisent moins en France. Donc si on veut développer l'activité en France, il faut quand même se baser plutôt sur les PME, sur les ETI et sur la montée de gamme. Sur la simplification des titres de séjour, je suis désolé, j'en sais rien. Mais, et sur l'intelligence artificielle, alors là, par contre, oui, si, c'est une vraie révolution. C'est une révolution qui va générer, a priori, des gains de productivité. Et d'un point de vue économique, gains de productivité égale en général valorisation des salaires. Alors, ça peut avoir, par contre, des impacts sur certains métiers. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'augmentation de la productivité et vous avez sans doute noté que la productivité est stagnante malgré toutes les transformations, etc., depuis 20 ou 30 ans, ben, ça a un impact aussi sur l'économie des bons salaires et sur les montées de niveaux salariaux. Pour nous, de nouveau, ce serait un challenge pour les entreprises, mais, parce que ça leur mettra la pression et ça fera monter les salaires. Et mais ce qu'il faut viser collectivement, c'est l'économie du plein emploi, parce que l'économie du plein emploi, elle met la pression sur les entreprises. Merci. Alors, il nous reste 2 questions, si après il n'y en a pas d'autres qui se rajoutent. Martine Berthet. Martine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du METI, à côté des sujets de fiscalité et de normes qui freinent le développement économique de vos entreprises dont vous nous avez parlé et dont nous avons bien conscience, vous parliez également de perte de savoir-faire. Les ETI que vous représentez vous font-elles souvent remonter des difficultés dans leur recrutement en emploi qualifié ou non? Si oui, plutôt dans quel niveau de formation? Et certaines d'entre elles ont-elles mis en place leurs propres écoles de formation? J'ai une deuxième question, toute petite. Vous nous dites que vous représentez le tiers de l'exportation française. Avez-vous des inquiétudes par rapport au contexte géopolitique international, aux annonces qui sont faites au niveau des États-Unis? Êtes-vous concerné? Ressentez-vous en déjà l'impact? Merci. Merci Martine. Antoinette Gull.
Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Alors, j'ai écouté avec intérêt le développement de vos théories qui, je trouve, sont quand même très caricaturales quand vous dites que vous voulez choisir entre géothermie et indicateur CSRD. Du coup, je vais me permettre, moi aussi, d'être un peu caricatural. Je me demande si, effectivement, on ne devrait pas choisir entre les aides publiques qu'on donne aux entreprises, dont le montant est de 190 milliards d'euros, 88 plus les 88, vous avez raison, mais à cela, il faut ajouter toutes les déductions de charges, contre les impôts de production qui, eux, s'élèvent à 75 milliards d'euros. Autrement dit, globalement, le compte n'y est pas. Alors, comme les aides aux entreprises sont la première dépense finalement dans le budget de l'État, si on regarde le montant que ça représente, au-delà de l'éducation, au-delà de l'hôpital et de toutes les autres lignes, effectivement, on peut peut-être se demander si vous ne seriez pas favorable à ce que nous annulions toutes les aides publiques aux entreprises en échange tous les impôts de production, mais que nous annulions aussi toutes les aides publiques aux entreprises. Peut-être qu'on s'y retrouverait, effectivement. Alors, il n'y a plus d'autres questions? Ah oui, Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. Je n'avais pas l'intention d'en poser une, mais c'est l'intervention à l'instant de ma collègue qui me fait que je vais la poser. Non, pourquoi? Parce que je vous ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt quand vous avez évoqué en disant globalement les collectivités régionales qui ont la compétence économique, ça se passe bien, elles sont plutôt proches des entreprises. Ma question par rapport à ce qui vient d'être dit, qui dit région, dit politique régionale. Le pire ennemi pour une entreprise, c'est la distorsion de concurrence qu'il peut y avoir entre une entreprise qui fait le même métier, qui est dans le même univers de marché, et effectivement, dès lors qu'on a une politique régionale déconcentrée, on peut avoir des politiques, des accompagnements de soutien aux investissements très différents, et d'avoir des distorsions par voie de conséquence, des distorsions de concurrence sur le même univers, le même marché. Voilà. C'est pour ça que je pose la question suite à ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que effectivement, je dis toujours, pour être aussi dans l'économique, si personne n'a d'aide, on doit être capable de faire et de s'en sortir. Mais le pire ennemi dans l'économie, c'est que pour le même métier, le même investissement que vous allez réaliser, c'est qu'un est 20-30% d'accompagnement et que l'autre n'en est pas. Ça ne fait pas la même chose et le résultat, au final, bien, il y en a un qui est bien plus compétitif que l'autre. Voilà, Monsieur le Président. En les reprenant en sens inverse, voilà. Politique régionale, c'est clair. Nous, ce qu'il y a au niveau régional, c'est qu'il y a une compréhension. C'est comme les petits pays qui sont très performants en Europe par rapport aux grands pays. Il y a une proximité dans un environnement régional qui fait qu'il peut y avoir une communauté d'intérêts et de destin qui aide à faciliter. Non pas, c'est pas seulement une question d'argent, mais c'est de rendre les projets possibles, de les faciliter, de vous aider. Nous, on nous a aidé à trouver les terrains, on nous a aidé à... Enfin, c'est toute cette... Et puis, je sais pas, mais même, vous savez, c'est toujours un pari de monter une nouvelle usine. Vous avez en face de vous une situation économique qui se dégrade, etc. D'avoir des gens qui sont en soutien, qui sont là, qui sont présents, qui sont contents que vous montiez le projet et qui essayent de vous faciliter les choses. Et de nouveau, quel que soit le bord politique, c'est quelque chose de très appréciable, qui est très encourageant pour un entrepreneur. C'est donc pour moi d'avoir un certain nombre de... On a parlé aussi de formation. La formation au niveau régional, il y a plus de proximité, il y a des bassins d'emploi. Donc il y a certainement des gains d'efficacité à décentraliser. J'en suis absolument convaincu. Sur les aides publiques... Si vous supprimez les aides publiques, vous allez mettre les entreprises publiques en grosse difficulté, hein, parce que c'est elles qui touchent l'essentiel des aides en réalité. Moi, je crois, vous savez, je ne veux pas débattre, mais prenons simplement, parce que moi je l'ai vraiment fait, je voulais comprendre, parce que 190 milliards, moi j'en vois pas un sou, donc je voulais savoir d'où ça sortait ce chiffre. Et quand on regarde le chiffre, en réalité, faites-le, vous allez voir. Enfin, vous êtes en train de le faire. Regardez exactement ce qu'il y a dans les aides publiques. Quand on vous dit que le plus gros dispositif, c'est le CIR et que le CIR, c'est 8 milliards, donc le reste, les 182 milliards, c'est quoi? Et en réalité, vous allez tomber un peu de votre chaise, vous allez voir que ce n'est pas vraiment des aides. Et donc, le sujet, on dit à tort qu'il y a ces niveaux d'aide publique. D'ailleurs, les chiffres sont... les chiffres qui avaient été donnés plus officiels, c'était plutôt 80 milliards. Et dans les 80 milliards, il y avait
toute une série d'aides qui n'étaient pas des aides aux entreprises privées. Voilà, donc, mais de nouveau, faites l'exercice, regardez-le dans le détail et vous vous en rendrez compte très facilement. C'est vraiment intéressant qu'il y ait une commission sur le sujet qui puisse le décortiquer. Le deuxième point, c'est que les calculs ont été faits. La distorsion de concurrence n'était des aides. C'est-à-dire on a pris les aides en compte et c'est 140 milliards. Les derniers chiffres, c'était 130, c'est passé à 140. Donc aujourd'hui, le fardeau de compétitivité des entreprises françaises, c'est 140 milliards de plus que l'environnement européen à proportion. Et comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, eh ben, ça a bien sûr une conséquence. Si l'entreprise qui produit dans le pays d'à côté n'a pas les mêmes conditions pour produire que vous, elle gagne des parts de marché, vous en perdez, et soit vous vous vendez, soit vous disparaissez. C'est comme ça qu'on perd l'activité. Mais c'est un vrai sujet, en tout cas, de regarder ce sujet des aides. Et quant aux taxes de production, de nouveau, il ne faut pas caricaturer le débat. Non, mais je ne dis pas que vous le faites, mais les taxes de production, il ne faut pas être... C'est un impôt. Il n'y a pas à être contre les taxes de production. C'est 250 impôts, exactement. Mais par contre, l'idée, c'est plutôt qu'on soit aligné sur l'environnement européen. Pas sur l'Allemagne. À l'Allemagne, c'est 7 fois moins de taxes de production que la France. Mais alors la Suède, c'est un peu différent parce qu'ils comptent... non, mais si, vous avez raison, dans les stades. Mais ils comptent des charges sociales dedans. C'est un peu différent leur calcul. Mais c'est de 1 à 7 sur l'Allemagne. Et donc ça... Sur les taxes de production, pas au total. Bah, sur l'IS, vous n'avez pas d'écart, vous n'avez pas un écart notable non plus. Si vous prenez l'ensemble de la taxation, on avait placé une entreprise française en Allemagne pour voir les impacts. Et en fait, elle faisait 70% de plus de bénéfices en Allemagne, 105% de plus de bénéfices en Angleterre, à structure égale. Et quand vous regardiez pour essayer de comprendre, ce n'était pas l'impôt sur les bénéfices, c'est pas là où l'écart se faisait, c'était sur les taxes de production et c'était sur le coût du travail qualifié. C'est là où les deux points où il y avait un différentiel en faveur de l'Allemagne qui faisait que l'entreprise allemande, chaque année, elle faisait 70% de plus de bénéfices de la française. Donc la conséquence de ça, c'est que les Allemands ont 4 fois plus de machines-outils. Ils gagnent des parts de marché à l'exportation. Ils maîtrisent des savoir-faire que nous, on ne maîtrise plus parce qu'on a fermé les usines et parce qu'on n'était pas compétitifs. Et à la fin de la journée, effectivement, vous avez un écart de création de richesse. Ils ont une balance commerciale bénéficiaire, etc. Mais... Non, c'est... Mais oui, mais regardez l'Allemagne, regardez le modèle allemand, c'est un Mittelstand, c'est pas une politique industrielle, c'est un écosystème. Ils n'ont pas eu les grandes politiques industrielles qu'a eu la France, d'ailleurs avec succès dans les années 60-70, mais dans un autre contexte. Ils ont un Mittelstand très très décentralisé d'ailleurs, et qui est plutôt un écosystème compétitif avec des financements derrière qui permettent aussi de se développer, mais plutôt des ETI ou même des entreprises post-ETI parce qu'elles sont même plus grandes et qui leur ont permis de se développer. Mais c'est pas des grandes politiques d'État. Hein. C'est les Américains peut-être ont des grandes politiques de marché public et de soutien par l'achat public. Sur l'exportation, l'inquiétude sur l'exportation, oui, on a une inquiétude. On voit que globalement, le monde, il a bénéficié de la mondialisation. Mais ceux qui ont bénéficié le plus, c'est plutôt les pays en voie de développement. Ils se sont développés et quand on va en Asie, quand on va en Europe de l'Est, c'est une chose qu'on voyait. Pendant 30-35 ans, le monde s'est ouvert, les échanges se sont développés et c'est favorable quand vous êtes exportateur et que vous produisez. Est-ce qu'on est touché par la situation en Amérique? On le saura demain. Donc on ne peut pas le dire pour le moment. Mais on n'est pas touché que par... Aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui, pardon. Mais est-ce qu'on va être touché cet après-midi, donc, ou ce soir? Est-ce qu'on est touché par l'environnement? Est-ce qu'on est touché seulement par les États-Unis? Non. On est touché aussi par l'environnement chinois. En fait, on voit que globalement, il y a un durcissement alors, on n'est pas encore arrivé à une situation totale de protectionnisme, mais on voit qu'il y a un durcissement des échanges. Et ce durcissement, il aura un impact probablement d'ailleurs plus directement rapide sur les pays pauvres, puisque je ne sais pas si vous l'avez noté, mais depuis 2020, la faim dans le monde commence à réaugmenter, alors qu'elle a baissé constamment dans les 20 dernières années. Et donc, on va avoir ça, effectivement un sujet d'inquiétude et de difficulté, et pour laquelle notre industrie, qui est pas... nous, on ne travaille pas avec des marchés publics, mais on aura par contre besoin de la protection de notre État et puis de notre continent, c'est-à-dire l'Europe, pour se défendre et pouvoir être traité équitablement dans ce nouvel environnement. Donc ça, c'est pour l'exportation.
il y avait une question sur la perte de savoir et la difficulté et la formation. Et la difficulté des emplois qualifiés. Sur la perte de savoir-faire, on en a parlé. On a perdu effectivement beaucoup de savoir-faire. On s'en est rendu compte pendant la crise Covid. On s'en rend compte là en ce moment avec les sujets de défense. On s'en est rendu compte aussi quand on a voulu relancer des programmes nucléaires. On a une perte de savoir-faire dans nos territoires, mais on pourrait en parler de nombreux savoir-faire. C'est vrai que notre secteur à nous, la cosmétique, est un peu un cas où on a maintenu une excellence française. Oui, il y a des écoles de formation dans les ETI. Oui, on a des difficultés à trouver dans certains secteurs des emplois qualifiés. Mais on peut le comprendre. Je veux dire, pendant 20 ans, au journal de 20 heures, on vous passait des usines qui fermaient. Donc, les jeunes, ils n'étaient pas très encouragés à travailler dans les métiers industriels. Donc, il y a tout un travail à faire dans lequel, d'ailleurs, les régions, l'État, les entreprises ont tout leur rôle à jouer pour essayer de convaincre que c'est intéressant de travailler dans des emplois industriels, que ça paye des salaires, que les emplois industriels qualifiés sont bien payés. Encore faut-il pas tromper les gens en leur disant ça et qu'on se retrouve. Et il faut aussi qu'on puisse recréer un écosystème qui permette si on encourage les jeunes à travailler dans l'industrie, que ce soit durable. Très bien. Eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, nous n'avons qu'à vous remercier, Monsieur le Président, de votre présence à cette commission et des informations très intéressantes que vous nous avez livrées. Votre usine, elle est prévue donc pour... Début 2027. Début 2027. Ouais, elle est construite déjà, mais pas équipée. D'accord, très bien. En fait, des équipements cosmétiques prennent un tout petit peu de temps. C'est des équipements assez complexes, fabriqués en France d'ailleurs, tous. Et une ligne en Italie, mais le reste est en France. Quand vous avez une filière qui est leader, en fait, vous avez tout l'écosystème qui va avec la filière qui est en France. Si on prenait le bois, par exemple, moi j'ai par ailleurs une exploitation forestière à la campagne, et les leaders sont scandinaves et canadiens. Mais pour la cosmétique, toutes les machines-outils une grande partie des machines-outils sont françaises, fabriquées à Alençon. Oui. Nous, on était déjà à Blois, donc on n'est pas dans le même périmètre. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Non, mais